On va retourner au cœur, et c'est maintenant M. Sébastien Lascotte qui va nous parler des insertions des prothèses valvulaires. Vous savez, l'apparition des prothèses valvulaires a transformé le pronostic des valvules hépatiques. Mais malheureusement, de temps en temps, il y a des complications parmi ces complications. Des insertions. On n'entend rien, Irak. Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Alors, je recommence. Je disais que les prothèses valvulaires ont transformé les pronostics des valvules hépatiques. Mais, dans ce tableau, de temps en temps, il y a des complications. Et parmi ces complications, il y a des désinsertions. Alors, soit c'est des insertions qui sont de petit diamètre, et ça donne un jet puissant, pas comme conséquence hémodynamique, et ça casse les globules, et ça donne des anémies hémolytiques. Soit à l'inverse. Il y a des insertions des larges, à ce moment-là, ça donne la substance cardiaque. Donc, on essayait de les réopérer. En réopérant, un certain nombre de gens qui étaient guéris, mais il y avait d'autres qui les silivaient. Il y avait d'autres qui étaient opérés 3e mois, 4e mois, 5e mois. Mais le jour qu'on a appris que nos amis sont capables de fermer des insertions périvalvulaires avant quelques années, on s'est précipité pour le proposer aux patients. Ils vont nous dire quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Merci beaucoup pour cette introduction très explicite. Un tout petit mot pour rebondir sur tout à l'heure, pour donner aussi un message d'espoir sur les patients avec tétragite du Fallot, pour répondre à votre question, puisque je ne sais pas si vous avez suivi les Jeux Olympiques en début d'année, et il y a un jeune garçon de 25 à 30 ans qui s'appelle Sean Wright, qui a eu la médaille d'or en ski acrobatique, et qui a eu tétragite du Fallot et qui a été opéré à 2 reprises. Donc c'est vraiment un message d'espoir effectivement pour ces familles qui attendent des enfants avec tétragite du Fallot, et la médecine et la chirurgie sont désormais capables de leur offrir une vie normale, voire supranormale, de par leur expérience. Cette petite digression, avant de parler effectivement du sujet qui nous concerne aujourd'hui, traitement interventionnel des fuites paravalvulaires. Alors pourquoi moi, en tant que cardiopédiatre, je vais parler de ce sujet qui finalement touche beaucoup plus des patients adultes avec cardiopathie acquise valvulaire? Eh bien parce que finalement on va faire une utilisation détournée des prothèses que l'on utilise, qu'on vous a montré tout à l'heure avec M. Petit, pour la fermeture de choc intracardiaque. Et c'est notre expérience avec ces devices qui fait que nous avons été contactés par nos collègues cardiologues adultes pour intervenir sur ce type de procédure. Et donc j'aurais pu rajouter à cette équipe Jérôme qui a aussi cette expérience sur des patients avec cardiopathie congénitale et valvulaire. Effectivement, comme vous l'a dit M. Grangebach, le traitement des valvulopathies a énormément progressé grâce à la chirurgie, mais du fait parfois de calcification annulaire importante, du fait parfois d'endocardite ou d'une valve mécanique rigide, eh bien on a parfois des fuites paraprothétiques qui se développent. Alors l'incidence est évaluée selon les études entre 2 à 18%, selon les types de patients. Et ces fuites paraprothétiques peuvent avoir des conséquences tout à fait variables, mais lorsqu'elles sont importantes, eh bien, elles peuvent occasionner de l'insuffisance cardiaque et de l'hémolyse qui grèvent le pronostic de ces patients. Et comme on vous l'a dit, cette reprise chirurgicale est à très haut risque, donc nos collègues chirurgiens nous ont contactés pour voir si on n'aurait pas une solution palliative, puisqu'on ne remplacera pas la valve, mais pour essayer de colmater ces brèches. Et donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque ça a été envisagé depuis les années 92, avec la première expérience sur 4 patients rapportés aussi par une équipe de congénitalistes, M. Locke. Puis, ça s'est développé progressivement, et je vais commencer cette présentation en vous donnant un cas clinique très récent, puisque c'est la procédure que nous avons fait hier. Donc, c'est une patiente de 60 ans qui a une polyvalvulopathie rhumatismale, qui a eu d'abord la commissurotomie mitrale chirurgicale, un remplacement valvulaire biologique, puis en 1991, une valve mécanique à double LF, Saint-Jude numéro 27. Vraiment une patiente caractéristique. Elle a développé l'année dernière une insuffisance cardiaque sur une fuite mitrale paraprothétique. Nous avions fait une première procédure de fermeture l'année passée en mettant un device. Elle avait noté une amélioration fonctionnelle très significative. Puis au printemps, ça s'est de nouveau dégradé et elle nous a été confiée pour une nouvelle fuite qui est apparue en bordure de la première. Alors est-ce que ça s'est de nouveau écarté un petit peu? Est-ce qu'il y a un fil à nouveau qui a lâché? Il n'y avait pas de contexte d'endocardite. Et donc, il nous a été proposé d'essayer de colmater à nouveau cette fuite paraprothétique. Donc vous avez ici
En haut à gauche, la fuite qui est excentrée et qui longe la paroi latérale de l'oreiller gauche, qui est assez importante, qui va jusqu'à la pointe, jusqu'à l'arrière de l'oreiller gauche. Et vous avez la vue 3D en face, qui nous permet ici de voir la valve mécanique, l'accroche des ailettes. Ici, l'ancien plug que l'on a mis, donc on est en vue chirurgicale, oreillette gauche finalement. On voit l'oreille gauche, l'auricule est par ici, et donc ici la horte serait par ici. Et donc on voit ici le premier plug que nous avons posé l'année passée, et il reste un défect ici, et en 3D couleur, on voit ici le passage paraprothétique, qui a été évalué à peu près à 10 x 5 mm sur l'échographie en début de procédure. Nous avons aussi étudié avant la procédure cette fuite en IRM, et on utilise une technologie IRM de flux maintenant qui nous permet ici aussi de repérer le passage de cette fuite. Et une des difficultés sur ces fuites qui sont très excentrées comme ça, c'est d'en évaluer la sévérité. Et ici, on a pu mesurer des fractions de régulation assez importantes, voire le reflux dans les veines pulmonaires, donc ici il y a une fuite paraprothétique de haut grade. Là, vous avez une autre vue qui nous permet de voir ici la horte, le ventricule gauche, l'oreille gauche, et donc la fuite paraprothétique à ce niveau-là. 10 x 5 mm, une forme en croissant. Donc nous avons opté pour une tentative percutanée après réflexion collégiale avec l'équipe chirurgicale, anesthésie. Donc c'est une approche transseptale, sous anesthésie générale parce qu'on se fait guider pour le coup par l'échographie transœsophagienne parce que c'est le 3D qui vraiment a un intérêt dans cette pathologie pour nous aider à guider la procédure. On a utilisé une gaine orientable qui va venir, là on va venir la couder pour venir en contact de la fuite que sur l'échographie 3D on positionnait à peu près par ici. Donc on est venu vraiment se mettre en face, et dès que, guidé par l'échographie 3D, on a pu se mettre parfaitement aligné avec l'orifice, on a passé un guide qui ici remonte dans le ventricule gauche, puis dans la horte. Donc ensuite on passe une petite sonde qui va passer dans l'infractuosité, et qui est dans le ventricule gauche, qui nous permet, vous voyez ici on voit le guide au travers de la fuite paraprothétique sur l'échographie 3D. Puis on amène un guide rigide qui va nous amener du support pour amener une gaine. Et c'est une gaine qui finalement est assez similaire à ce qu'on utilise pour les fermetures de CIA. Donc ça frotte un peu parce que le trajet est tortueux. Et puis on va ensuite amener ici, alors elle n'est pas très radio-opaque, mais il faut imaginer que c'est le même type de prothèse que celle qu'on avait mis l'année passée, qui est ce qu'on appelle un vascular plug 3, et qui est une prothèse qui a été développée par l'industrie pour cette indication spécifiquement, et qui a une forme type Fort Boyard, on va vous montrer, donc avec 2 disques et un corps central, et qui est venu comme Mathilde Labrèche. Et donc en fait, cette prothèse a cette forme-là, et ça vient se mettre dans l'infractuosité, et un disque sur le versant oreiller gauche pour éviter une fuite résiduelle. Donc c'est cette prothèse que j'appelle une prothèse type Fort Boyard. Et le résultat final en ETO, qui était assez bon, j'ai pas la 3D couleur, mais il restait un micro-passage juste ici, entre les deux prothèses, mais qui on l'espère, n'aura pas de retentissement clinique. En tout cas, cette nuit, il n'y a pas eu d'hémolyse aiguë, il n'y a pas eu de problématique particulière, et en tout cas, la sévérité de la fuite était vraiment corrigée. Donc, quels sont les éléments techniques sur ce type de procédure? Parce que ce sont des procédures qui sont finalement extrêmement complexes, car actuellement non standardisées. Il y a encore une grande place pour les techniques individuelles, les opérateurs dépendants. Et c'est pour ça que finalement il y a beaucoup de prothèses qui sont utilisées, beaucoup parce qu'il y a des morphologies de fuite variables, mais aussi probablement parce qu'on n'a pas encore trouvé la prothèse idéale. On va le voir après sur les résultats. Donc on utilise des prothèses de type plug qui permettent de boucher normalement des vaisseaux. On utilise des prothèses, ça c'est une prothèse de fermeture des canaux artériels, et puis ça une prothèse de fermeture des CIA ou de CIV. Et puis il faut quand même mentionner qu'il y a une prothèse qui a été développée, qui a une forme déjà un petit peu plus adaptée, qui est en rectangulaire, et qui semble un peu plus adaptée à la forme de ces obstacles, et qui a été développée spécifiquement pour les fuites paraprothétiques, mais avec un profil un peu moins bon, et ça nécessite des gros introducteurs. Un autre aspect technique illustrant la complexité de ces procédures, c'est le fait que plusieurs approches, plusieurs voies d'abord sont utilisées pour arriver à franchir et à se mettre dans la bonne direction pour pouvoir reclore le défect. Ici, c'était par exemple une procédure par voie transapicale, de façon concomitante avec la mise en place d'une valve aortique percutanée. Donc il y a d'abord eu le TAVI, puis ensuite, par voie transapicale, la fermeture paraprothétique avec 2 prothèses, d'une fuite paraprothétique mitrale sur 2 prothèses. Et vous voyez ici l'extension des calcifications annulaires mitrales, avec 2 prothèses de type CIV. Un autre exemple, cette fois-ci, où on est passé non pas en abord transseptal,
mais cette fois-ci par l'aorte en rétrograde vers le ventricule gauche avec deux prothèses de type CIA pour colmater une brèche sous une valve mécanique mitrale. Et puis ça, c'est pas une expérience personnelle parce qu'on est rarement allé jusqu'à ce nombre de prothèses, mais c'est pour vous illustrer que parfois on a besoin de multiples prothèses lorsque les orifices sont très très larges. Et ici, c'était une fuite en croissant qui faisait quasiment une demi-circonférence de prothèses. Et ils sont allés jusqu'à mettre par voie transapicale 5 prothèses de CIV. Donc vous avez ici une vue en fuite de la valve mitrale qui est là, la valve aortique, valve mitrale, et 5 prothèses paravalvulaires avec tout en place et qui ont permis un résultat correct chez cette patiente dont on voit quand même qu'il avait un cœur qui n'était pas très dynamique. Je vous ai beaucoup montré de fuite mitrale parce que c'est celle qui nous pose le plus de difficultés, mais c'est une technique qui est plus accessible et plus facilement répandue, on va le voir, avec les meilleurs résultats sur les fuites périvalvulaires aortiques. Donc ici par exemple sur une valve aortique, et ce qui nous fait que même sur des patients finalement relativement jeunes, ce patient avait quand même été multi-opéré, et bien on est allé en première intention vers un geste percutané pour essayer de gagner du temps et éviter une chirurgie réduxe, d'autant plus que ce patient a une aorte qui est en train de se dilater, que peut-être plus tard il aura besoin d'une chirurgie aussi à ce niveau. Donc franchissement ici du défect paraprothétique par un guide, puis la mise en place d'une prothèse de type CIV, ici, qui est, vous voyez, à bien à distance des coronaires, on n'a pas de compression de gêne coronaire. Et ces fuites paraprothétiques surviennent aussi sur les valves percutanées. Ici, c'était une valve percutanée dans un anneau mitral, avec une fuite paraprothétique qui a été embolisée. Et puis, ici, c'est un cas que nous avons fait en début d'année sur une corps valve, donc une valve aortique percutanée. Il y avait ici un petit bourgeon calcaire qui a empêché l'extension complète de la bioprothèse. Et même en essayant de la pose dilatée, le docteur Bossi n'a pas pu colmater cette brèche. Donc, on a, dans un deuxième temps, été glissé une petite prothèse de type vascular plug qui est normalement utilisée pour boucher les vaisseaux et qui a permis de colmater la brèche. Vous avez ici la fuite paraprothétique avant en haut sur le TO et le résultat final avec quasiment une étanchéité complète. Donc, vous illustrez aussi l'apport de l'ETO 3D pour analyser la morphologie qui est extrêmement variable et qui explique aussi la complexité de ces procédures, outre les problématiques de voie d'abord et le choix des prothèses, parce que les formes sont extrêmement variables. Vous avez parfois des petits orifices tout ronds comme ça, punctiformes, qui vont éventuellement favoriser l'hémolyse, ou des orifices comme ça en fente. Et puis parfois vous avez des orifices beaucoup plus larges, ovalaires, voire en croissant, voire très très larges comme celui-là, et qui vont plutôt générer, dans ces cas-là, de l'insuffisance cardiaque. Et on comprend bien qu'effectivement, les morphologies étant extrêmement variables, eh bien, on va devoir utiliser des prothèses d'aspect extrêmement variable pour répondre aux particularités. Et pourquoi c'est complexe? Parce qu'il faut éviter d'interférer avec la valve sous-jacente, d'autant plus quand c'est une valve mécanique. Vous voyez par exemple ici une prothèse que l'on essaye de positionner par voie transapicale, et vous avez l'ailette qui est complètement bloquée par la prothèse, donc bien évidemment on ne peut pas la laisser en place. Et puis à l'inverse, ici une prothèse que l'on essaye de positionner. Ça passait tout à l'heure mais ça ne veut plus. En fait la prothèse va emboliser. Bon, la boucle ne passe pas, mais cette prothèse en fait elle était encore tenue par le câble, et en fait lorsqu'on l'a manipulée pour vérifier sa stabilité, a basculé dans l'oreille gauche. Donc il faut toujours trouver un compromis entre une prothèse qui va être assez volumineuse, qui va permettre de boucher toute la fuite, mais qui ne doit pas pour autant gêner les ailettes. Donc c'est ça qui fait vraiment la complexité de ce type de procédure à l'heure actuelle. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté? Bien, les difficultés à franchir les orifices, d'autant plus qu'ils sont petits. Les difficultés à faire franchir ensuite le système de largage qui peut frotter quand la fuite est anfractueuse. On a des problématiques pour évaluer la morphologie, et là le 3D est intéressant, pour évaluer la taille du défect et ainsi choisir la prothèse la plus appropriée. Il faut tenir compte de la stabilité de la prothèse, comme je vous le montrais avec le risque d'embolisation, et puis vérifier l'absence d'interaction avec le jeu valvulaire. Donc, cette procédure étant extrêmement complexe, l'intérêt aujourd'hui est d'en évaluer les résultats. Donc après cette iconographie, on va s'intéresser à regarder un petit peu quelles sont les données de la littérature actuellement disponibles. Et vous allez voir que c'est des données relativement récentes, mais que c'est du travail vraiment en cours et à poursuivre. La première problématique a été de comment étudier ces résultats, c'est-à-dire sur quoi on va se baser, parce que est-ce qu'un succès c'est simplement la pose de la prothèse? Et non, on ne va pas pouvoir se contenter du succès technique de j'ai réussi à mettre la prothèse. Il faut avoir un vrai succès clinique, c'est-à-dire un bénéfice en termes d'hémolyse, l'absence de complications, un bénéfice sur l'insuffisance cardiaque et
à terme un bénéfice sur la mortalité. C'est ça que l'on recherche avec cette procédure. Donc les premières cohortes sont évidemment des cohortes monocentriques, mais sur des petites cohortes. Vous voyez, on est au départ des petites cohortes d'une cinquantaine de patients qui ont montré finalement sur des succès techniques qui étaient quand même assez intéressants. Dans 86% des cas, on arrive à poser une prothèse. Alors c'est les premières expériences publiées. En pratique, je peux vous dire qu'en France, dans ce que j'ai pu rencontrer, les succès techniques au départ, c'était pas autant. Mais néanmoins, maintenant, on arrive à ces taux qui sont assez intéressants. Et là, le problème n'est plus d'arriver à poser des prothèses, mais c'est vraiment d'avoir derrière un succès clinique. Et sur cette première étude, on montrait déjà quand même un bénéfice fonctionnel qui permettait d'amélioration du score NYHA, une diminution de la taille du ventricule gauche liée à la diminution de la fuite, un bénéfice sur les marqueurs d'insuffisance cardiaque comme le BNP. Et puis après, petit à petit, on a eu des cohortes plus volumineuses qui ont montré une diminution des réhospitalisations pour défaillance cardiaque, une diminution de la mortalité sur des critères combinés. Et enfin, on a ensuite eu, à partir de 2015, des premières études assez intéressantes, mais qui restaient pour le moment rétrospectives, mais multicentriques, et sur 362 patients, et qui ont confirmé des succès techniques qui étaient de l'ordre de 87%, avec des succès cliniques qui étaient beaucoup plus faibles, qui étaient aux alentours de 70%. Des succès qui sont plus importants pour les fuites aortiques que pour les fuites mitrales, qui sont beaucoup plus complexes à aborder. Et même quand on arrive à poser nos prothèses, on n'a pas toujours un bénéfice clinique derrière. On est parfois gêné par des hémolyses iatrogènes causées par les prothèses. Mais néanmoins, ces procédures, quand elles sont réussies, eh bien, permettent, par rapport à une procédure avec échec, une amélioration de la mortalité, une amélioration du statut fonctionnel et diminuer le risque de reprise chirurgicale. Donc, quand on a réussi une procédure, eh bien, on a vraiment un bénéfice pour nos patients. Petit à petit, mais ça c'est beaucoup plus récent, en 2016, eh bien, on commence enfin à avoir des prothèses dédiées, même si pour l'instant elles utilisent toujours le même principe de cette structure auto-expansive en méthylol. C'est peut-être quand même pas la structure optimale. Peut-être qu'il faudra réfléchir à d'autres concepts en termes d'ingénierie pour avoir des prothèses adaptées, qui soient parfaitement étanches et qui évitent le risque d'hémolyse iatrogène. Je me méfie quand même de cette publication turque où on a montré 100% de succès, 100% de 12 mois. C'est pas forcément l'expérience clinique et je pense que pour développer leur device, ils se sont attachés à des patients qui étaient à faible risque. Mais par contre, derrière, on a eu des études multicentriques, les premières études multicentriques rétrospectives sur 10 ans, Angleterre, Royaume-Uni, puis on a ensuite eu l'Espagne, qui ont confirmé quand même des résultats qui sont assez intéressants, avec des taux de succès qui sont toujours aux alentours de 80-85%, même si 91% de succès d'implantation et succès clinique de 74%. Avec toujours une très grande variabilité des prothèses étudiées. Ce succès clinique est évalué ici sur le score NYHA et puis aussi sur la récidive à critères combinés avec la survenue d'insuffisance cardiaque et de réhospitalisation. Les complications qui ont été rapportées dans cette étude et sont celles que l'on retrouve à peu près dans toutes les études sont soit des risques d'hémolyse en particulier, éventuellement favorisés par les prothèses, soit des risques parfois même d'accidents vasculaires cérébraux au décours de procédures un peu longues. Heureusement, ça a diminué avec l'amélioration de la maîtrise de la technique. Et puis, bien, quand même, évidemment, des risques quand même de réintervention, de chirurgie valvulaire pour insuffisance de résultats. Donc, quand on voit, c'est dans leur série sur 64 patients, c'est quand même 25% de patients qui vont nécessiter quand même soit une reprise, soit qui vont avoir un événement durant le suivi. Et les deux facteurs de risque identifiés de façon indépendante comme étant à sur-risque d'événements sont la localisation mitrale de la fuite paraprothétique et le fait d'avoir une fuite résiduelle, évidemment. Donc il faut s'attacher à essayer d'avoir un geste le plus complet possible lorsqu'on s'attaque à ce type de procédure. Mais, et lorsque ça marche et qu'on a peu de fuite, par contre, on a des résultats qui sont relativement satisfaisants. Et enfin, eh bien, une fois que l'on aura bien amélioré la technique et standardisé la technique, on pourra éventuellement essayer de se comparer à la chirurgie. C'est ce qui a déjà été fait, mais de façon, à mon sens, un peu prématurée, puisque ce sont deux populations qui ne sont absolument pas comparables, puisque les patients les plus à risque ont été confiés au KT et les patients à moindre risque ont été confiés au chirurgien. Ça se voyait sur l'Euroscore, ça se voyait sur l'antécédent du nombre de chirurgies. Et donc, du coup, quand on compare deux choses qui ne sont pas tout à fait comparables, on voyait en fait qu'il y avait un meilleur suivi après correction chirurgicale qu'après correction percutanée. Donc,
finalement, heureusement, leur conclusion est quand même assez pondérée, en considérant que, bien sûr, lorsque la chirurgie marche, eh bien, elle permet un meilleur bénéfice à très long terme, puisqu'on est curatif, on va corriger complètement le défect paravalvulaire, alors que le cathétérisme va être palliatif et va colmater une brèche, mais que ça se fait au prix d'une importante mortalité et morbidité périopératoire qui peut être par contre mieux contrôlée maintenant avec le cathétérisme. Donc pour essayer de mieux appréhender cette technique et d'en poursuivre le développement, nous avons initié à Marne-la-Longue un registre prospectif multicentrique initialement francophone, et puis finalement il a été élargi à la Belgique, à la Suisse et à la Pologne. Et ce registre prospectif a commencé en janvier 2017. Nous avons d'abord essayé de recueillir tous les cas rétrospectifs, mais la partie prospective a commencé en janvier 2017. Et je vous montre en avant-première les résultats de 2017, avec 76 procédures qui ont été réalisées dans les différents centres, et notamment ce centre polonais qui est extrêmement actif, et qui montre sur les fuites paraprothétiques aortiques finalement des résultats assez intéressants, 22 patients succès technique, et quasiment un suivi, le premier suivi à mois disponible qui était assez bon, un seul patient avec échec de pause sans complications, et un patient pour lequel il y a eu un succès, mais qui a eu une hémolyse aggravée, qui a laissé une deuxième procédure avec un succès. Et par contre, sur les fuites paraprothétiques mitrales, des résultats qui ne sont quand même pas aussi flambants, avec beaucoup plus d'échecs de pause, 8 patients, de façon large dans cette cohorte. Et puis même lorsqu'on avait dans 35% un succès technique, eh bien ce succès technique a pu se faire au prix de complications, soit des hémolyses surajoutées, soit des complications ayant pu conduire dans quelques cas au décès. Donc c'est une procédure qui reste à risque de complications et qui doit bien être anticipée en amont avec la famille, avec l'équipe chirurgicale, avec l'anesthésiste. Sur les 39 patients implantés, à 1 mois, 29 allaient bien. Il y en a un qui a nécessité un remplacement valvulaire mécanique en urgence pour une hémolyse. Il y a eu un remplacement valvulaire mitral, mais c'était une prothèse. Un décès sur une hémolyse aiguë avec des complications, des troubles de l'hémostase, un saignement dans le psoas en particulier. 5 hémolyses qui ont nécessité la poursuite du support transfusionnel et 3 nouvelles hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc des cas avec des résultats quand même pas complètement satisfaisants. Et pour les 5 patients qui ont eu un échec de procédure, eh bien, 3 sont restés de traitement médical, 2 ont été opérés avec succès, et 1 a aussi une hémolyse, mais il avait aussi une fuite paraprothétique aortique, donc il faut savoir qui était le responsable de l'hémolyse. Vous donnez les perspectives sur ces travaux actuels. Eh bien, d'abord, de façon internationale, on a essayé de standardiser la façon d'analyser l'échographie, la façon de traiter, d'approcher ces valves et d'avoir des critères d'analyse dans les études reproductibles. Et puis, bien sûr, il faudra essayer de développer probablement des nouvelles prothèses dédiées, et ça, ce sera facilité lorsqu'on comprendra encore mieux les caractéristiques de ces défects, et c'est pour ça que l'amélioration des techniques d'imagerie pré-per-procédure sont extrêmement intéressantes. Vous avez ici, bien sûr, le TO 3D qui est de plus en plus fidèle en termes de qualité, mais vous avez aussi le développement de l'impression 3D. Ici, ça c'est un modèle qui a été... c'est dommage que ça ne tourne pas, ça parlait tout à l'heure, mais c'est un modèle d'impression 3D à partir d'un scanner ou d'une échographie, où on voit ici les 2 défects paravalvulaires, et on a pu les analyser ainsi dans les 3 plans, voir vraiment les diamètres, les trajets, etc., et anticiper le choix de la prothèse. Et puis ici, vous avez une vue, et bien pour répondre aussi à une question tout à l'heure sur l'apport de l'échographie pour remplacer ou compléter l'imagerie en salle de cathé, eh bien vous avez maintenant aussi des technologies de fusion d'images. Et ça, vous avez la fusion de l'échographie avec la fluoroscopie. L'échographie voyant très bien tout ce qui est valves et structures intracardiaques, et la fluoroscopie voyant très bien tout ce qui est matériel et dispositifs médicaux. Et bien la combinaison des deux permet, par exemple ici, en positionnant un marqueur sur la fuite, de faciliter le franchissement de la petite fuite. On a juste à viser le marqueur qui a été positionné par l'échographiste et qui est fusionné avec la fluoroscopie. Donc probablement que ces nouvelles techniques d'imagerie de fusion permettront encore faciliter et de nous faire progresser sur la technique. Donc voilà, donc, en gros les messages à venir, c'est que ça reste une procédure très complexe, des aspects techniques, on n'a pas encore de prothèse qui soit idéale, et ça reste encore un domaine où l'avis d'expert est important, avec des données d'études qui sont des données qui sont seulement, on commence seulement à avoir de l'évidence-based médecine, et les résultats restent quand même non satisfaisants, notamment au niveau mitral, avec un risque de complications et un taux d'échec qui n'est quand même pas acceptable encore, et il faut poursuivre, il faut s'améliorer, il faut encore standardiser les techniques,
et probablement que l'optimisation de l'imagerie pré-pair et post nous permettra d'améliorer le résultat, de même que le développement de prothèses dédiées. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette iconographie magnifique et les séries que vous avez. Vous savez, nous nous rappelons 1960, l'apparition de Walter Starr, ça a été un coup de tonnerre formidable, on guérit des valvulopathie. Quelques 20, 30 ans après, quelles sont les constatations? Quand vous mettez les valves Starr en position mitrale, sans qu'on sache pourquoi, il y a une espèce de marécage calcification de calcaire au niveau de l'insertion de l'ancien petite valve et ça crée une fuite. Ça crée une fuite. Et en ce qui concerne l'aorte, la valve de Starr faisant comme ça, le jet est latéral. Donc ça tape sur la paroi de l'aorte et quand on regarde ces gens-là, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on voit qu'ils ont la racine de l'aorte qui s'est dilatée 40, 50, 60, 80 mm. Donc ça c'était une série des complications qu'on a pu observer avec les valves de Starr. Après, quand il y avait des valves à double LS qui sont arrivées, les valves de Saint-Just, on était très contents. Mais on a vu quand même les petites désinsertions, ça donnait des jets avec une vélocité importante et ça cassait les clous. Et puis en ce qui concerne des insertions, au départ on ne savait pas. La seule chose qu'on avait, c'est qu'on écoutait et il n'y avait pas de souffle. Il n'y avait pas d'échographie. Il a fallu l'échographie pour qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'insertions que ce qu'on croyait. Et puis en ce qui concerne les chirurgiens, quand ils réopéraient ces malades, on dit écoutez, il y a ce point-là qui est désinséré, c'est bien, je vais ajouter 2 points et ça va aller. C'est toujours faux. Chaque fois qu'on fait une technique comme ça récidive. Quand ça ne va pas, il faut faire ce qui est le plus difficile. On enlève la valve, on voit tout, on nettoie tout, on met une nouvelle valve. Et puis, on arrive des techniques que vous avez en train de nous présenter. Il y a donc pas des valves implantées chirurgicalement, mais des valves implantées par voie percutanée. Vous avez très bien dit que quand on mettait des valves aortiques par voie percutanée, au départ, il y avait un taux de fuite paravalvulaire qui était important. Mais les techniques ont permis de diminuer ces fuites qui arrivent. Et puis enfin, en ce qui concerne la mitrale, tout à l'heure notre ami collègue va nous expliquer ce qu'on peut faire. Il n'y aura pas de fuite périvalvulaire, mais il sera des fuites à l'intérieur de la valve qui restent comme le fuite résiduel. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Asman? Ou est-ce que vous êtes convaincu de tout ce qu'il a dit? Vas-y. Après tes explications comme urologue, évidemment, je me sens un peu gêné, mais je suis absolument admiratif de tout ce que vous faites et ça me fait penser à ce qui se passe en chirurgie digestive. Aujourd'hui, le chirurgien est quand même beaucoup plus rassuré quand il a une complication post-opératoire, une fistule en particulier, de savoir que vous êtes là à côté de nous pour pouvoir y pallier, et c'est assez formidable parce que, comme tu viens de dire, Iraj, reprendre ces fuites en chirurgie ouverte, c'était sûrement un exploit qui n'était pas facile à réaliser, y compris pour le patient, pour le chirurgien, mais aussi pour le patient. Alors, moi j'ai juste une question et puis une remarque. La question c'est, est-ce que vous ne risquez pas avec vos cathéters d'agrandir la fuite ou de mobiliser un peu plus la valve? Oui, ça c'est une très bonne question parce que ça on se le demande toujours, mais en pratique jusqu'à présent, on n'a jamais vu, en tout cas de façon immédiate, une fuite s'agrandir pendant qu'on faisait la procédure. Ça c'est le premier point, on n'a pas, mais souvent on apporte des fuites qui sont assez localisées, sur des valves qui sont complètement désinsérées, sur un quart, sur un demi, vraiment sur des très longues distances. Pour l'instant, nous on préfère encore les confier au chirurgien qui fera quand même du mieux dans ces cas-là. Et c'est probablement ces valves-là qui sont les plus fragiles. Le deuxième point, c'est aussi là où c'est le plus fragile, c'est sur les tissus qui ont été remaniés par une endocardite. Et là, par contre, on va dans ces cas-là souvent attendre d'être bien à distance de l'endocardite pour que les tissus cicatrisent quand même et qu'ils soient le plus stables possible. Et enfin, on utilise quand même dans ces cas-là des prothèses qui sont assez souples. C'est des prothèses qui se conforment et qui s'adaptent à la géométrie quand même de l'orifice
et qui n'ont quand même pas une force suffisante pour. C'est pas des stents, hein, du coup ça ne va pas ouvrir et ça ne va pas agrandir l'orifice. On voit souvent que la prothèse se laisse écraser autour de la valve. Donc je pense jusqu'à présent, on n'a pas eu de phénomène d'agrandissement, et ça fait partie des questions à surveiller. Et je complétais aussi ma réponse sur le premier point sur les chirurgiens. C'est réciproque, c'est-à-dire que nous on aborde ce type de fuite parapenthétique parce qu'on sait aussi qu'on a un backup chirurgical, et dans l'équipe, j'ai pas oublié de mentionner évidemment un représentant de l'équipe chirurgicale, parce que parfois on a des stratégies combinées sur des voies d'abord transapicales, même si c'est un peu plus agressif, donc on essaie de la faire en deuxième intention. Et puis parce que parfois, si on voit qu'on a vraiment beaucoup de mal et qu'on va avoir un résultat imparfait, on préfère faire marche en arrière et discuter avec le chirurgien, savoir s'il est vraiment récusé et jusqu'où on va dans notre geste interventionnel. Si c'est un patient qui peut quand même être opéré, on fait une tentative, on voit si ça se passe bien, et éventuellement, si ça se passe bien, ça évite la chirurgie, on n'insistera pas. Alors que si à l'inverse c'est vraiment un patient récusé, là, on va faire le plus possible pour essayer de tout faire par intervention. Mais enfin, vous êtes en train de travailler pour votre futur, là, parce que vous faites maintenant les complications, mais vous êtes déjà en train de poser les valves, alors vous faites pour traiter les complications. Bravo. Alors maintenant, une question juste cocorico. J'ai cru que la chirurgie du cœur, ou en tout cas toute la chirurgie interventionnelle, elle était très française. Et je vois que tout le temps, on se réfère aux statistiques américaines, comme si c'était elles qui nous avaient précédés et pour nous donner les exemples. Alors, rassurez-moi, parce que quand même, le cœur, c'était la France. Alors, je pense que pour le coup, je crois qu'il y a un tout faux sur les valves aortiques percutanées après. Il n'y a que les mitrales, mais les valves aortiques. Parce que pour le coup, sur les valves aortiques percutanées. Ça, c'était les commissions retenues mitrales avec le dilatateur de M. Dubost. Oui, effectivement, c'était une avancée pour l'époque. Mais cette maladie n'existe plus. Alors, donc. Et pour les valves aortiques percutanées, par contre, on peut vraiment faire un cocorico parce que d'abord, les valves aortiques, enfin les valves percutanées de façon générale, comme vous l'a dit M. Petit, sur les valves pulmonaires, ça a été développé en France en premier. M. Cribi a repris l'idée ensuite pour le versant aortique, et ça avec le succès que l'on sait. Et puis, il y a parmi les valves aortiques percutanées les plus gros registres dans le monde qui donnent le plus d'informations, les registres France 2, France 3, France 4. Je ne connais plus tous les numéros, mais qui ont été initiés par le ministère, qui ont permis d'avoir des données très très importantes, et je crois qu'il peut y avoir un vrai cocorico sur ce sujet. Il ne faut pas oublier, quand vous parlez de Cribier, il a parfaitement raison, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'un le chirurgien, parce que la valve que vous utilisez aujourd'hui, c'est plutôt la valve de Séguin que la valve de Cribier. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Cette différence n'existe plus, Irak. Nous avons accepté l'Académie de chirurgie. Vous êtes un bienvenu à l'Académie de chirurgie. Merci beaucoup. Merci.